Campus Bordeaux 88.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Sonore, votre rendez-vous bimensuel sur les ondes de Campus Bordeaux 88.1. Je suis Christophe Salzac et j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux membres de l'un des plus anciens mais aussi de l'un des plus talentueux collectifs de la scène électronique bordelaise. J'ai nommé Soundlab Crew, représenté ce soir par messieurs Marco Cabal et Julien Dumont, alias DJ Taz, que l'on retrouve tout de suite après ça.
Tampopo du Toulousain, non Tampopute pardon, du Toulousain Tampopo, remixé ici par DJI, qui faisait donc partie du fameux collectif Sound Lab Crew, un collectif à l'honneur ce soir de ce 40e épisode d'Histoire Sonore, en compagnie de 2 membres qui ont très gentiment accepté mon invitation et qui sont messieurs Marco Cabal et DJ Taz. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que c'est écouté par plein de jeunes ici, Sound Lab Crew peut se définir comme un collectif d'artistes donc spécialisé dans les musiques électroniques et qui a particulièrement sévi durant les années 2000 dans les soirées les plus underground du genre à Bordeaux. Et pour vous, donc Julien, Marco, en tant que membre fondateur, je crois, c'est ça ? Moi, je fais partie, des membres fondateurs. Moi, je suis le dernier arrivé en fait. Ah, t'es le dernier arrivé, donc t'as rien fondé en fait. Ah non, moi Marco n'a rien fondé. J'ai plus défondé que fondé même. Non, donc, mais alors cette définition de collectif très underground de l'époque, ça vous définit amplement ou pas ? Après, oui, je crois. Oui. Oui, je pense aussi, même si j'ai rejoint le Sound Lab Crew assez tardivement, juste sur les dernières années d'existence du collectif. Je les ai quand même toujours suivis de plus ou moins près. On a fait aussi des soirées à l'époque ensemble avec un autre collectif dont je faisais partie, qui s'appelait Neurosystème. Et oui, je pense que quand même c'était la marque de fabrique du Sound Lab Crew, une volonté quand même de s'éloigner de tout ce qui pouvait déjà se proposer à ce moment-là sur Bordeaux, et avec une direction musicale qui était quand même très orientée vers toutes les sonorités underground, tout en restant très éclectique dans les sonorités underground. C'est ce que j'allais dire, c'était très éclectique par rapport aux autres collectifs qui sévissaient à l'époque en fait. C'est ça, il y avait quand même un balayage du spectre qui était quand même très large, puisque ça allait de la house jusqu'à la drum and bass, en passant par l'électro, de l'électronica, de l'ambiante, et puis avec... même des délires expérimentaux, on va en parler tout à l'heure. Ce que j'allais dire, voilà, tout, avec l'intégration en même temps, tout au fil du temps, des différents courants musicaux qu'on peut aussi voir le jour durant cette période. Ouais. Ok. Comment est né ce collectif ? Alors Julien, donc. Il est né d'une rencontre entre différents DJ. Déjà, on tournait tous en tant que DJ dans différents lieux dans Bordeaux. Et puis, c'est surtout une rencontre entre Jean Nippon, donc DJI à l'époque, Stamba, que moi je connaissais depuis le collège en fait. T'étais dans le même collège qui s'appelle David Bagel, et David Bagel était Stamba. Et on était tous des méga passionnés de musique électronique dans le sens large du terme. Et on s'est tous retrouvés finalement chez un disquaire qui s'appelait Sound Lab et qui était rue du Pas Saint-Georges à Bordeaux. Ouais, qui était tenu par alors je sais plus son nom, Alain. Il s'appelait Alain. Voilà, il était plus âgé que nous. Alain comment ? Il s'appelait Alain, on l'appelait Alain des années 80 et je me rappelle pas du tout de son nom de famille. Alors Alain, c'était un DJ mais vraiment qui est devenu mythique au fil du temps, qui était un DJ dans les années 80 et qui jouait dans les plus grands clubs underground de l'époque. C'est pour ça qu'on l'appelait Alain des années 80, justement. Il nous faisait beaucoup rire, il nous parlait de cette période-là où il jouait partout. Mais il a travaillé dans des clubs énormes, il y a eu le Différent, il y a eu le Hangar, il y a eu le Even, Alain, quoi. Il avait une culture incroyable. Et on aurait dit qu'il avait ouvert un peu la boutique que pour lui, limite. Enfin, il s'en foutait un peu. Et pour nous, c'était le paradis, cet endroit. Parce qu'on y trouvait il y avait des bacs Electronica, des bacs électro dans le sens électro. Et la boutique s'appelait Sound Lab. Ah ouais. Donc le nom du collectif vient de là. Lui, ça le faisait beaucoup rire, quoi. Il s'en foutait, il était pas là pour créer un truc ni rien, mais il nous trouvait drôle, il nous trouvait ultra passionné comme lui, et il nous a dit ok, vous pouvez prendre le nom et puis faites votre truc, quoi. Et c'était vraiment énorme. Et donc tout est parti de là, mais en même temps vous êtes un petit peu aussi les enfants des années 90 qui ont sévi artistiquement dans les années 2000 aussi, on peut définir ça comme ça. On est un peu à cheval, on a un peu à cheval sur les... En quelle année a été fondé le collectif ? 99, mais après on se connaissait tous d'avant, on jouait déjà tous ensemble et dans différents collectifs ou pas. Mais du coup on se connaissait depuis très longtemps et on faisait la même chose, et donc ça semblait évident qu'on se retrouve et qu'on monte un truc, quoi. Voilà. Ok. C'est vrai que même moi qui suis arrivé, comme je le disais, assez tardivement en fait, dans le Sound Lab Crew,
Dès le milieu fin 90, je me retrouve en fait à jouer dans les soirées avec Jean Nippon, qui à l'époque avait le pseudo de DJI, ou avec Stamba. Voilà, enfin on s'est tous quand même toujours croisés depuis un petit moment, avec toujours les mêmes affinités musicales, les mêmes affinités sonores, donc c'est devenu un petit peu une évidence à mon avis qu'à un moment donné on se retrouve tous sous une structure plus ou moins définie. Mais vous avez commencé par le DJing, il n'y avait personne qui produisait de la musique à l'époque. Stamba faisait déjà du live. Stamba en faisait depuis longtemps. Il a toujours eu des machines chez lui, des ordis. Il a démarré très tôt, enfin je crois en 95, son premier live. Donc il faisait déjà des choses, beaucoup. Et on était tous DJ après, depuis un moment déjà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a démarré, on s'est fait vachement connaître avec la drum, avec la drum and bass, alors que c'était pas forcément notre truc au départ. Ouais, mais c'était une musique qui était vraiment à la mode. Mais c'était vraiment le moment où ça a éclaté, on en faisait tous. C'était une mode underground, mais c'était une mode clairement, et il n'y avait pas grand monde à Bordeaux qui en faisait. Il y avait Cliff Barnes, connu maintenant, le roi Washington. Leroy Washington, et puis il y avait le collectif 18 pouces, Barras, Anne-Laure. Et Bancha et Fatalis aussi. Exact, ouais. Et donc il y avait quelques lieux, dont le Zoo Bizarre, l'Aviatique, ou je sais pas, le Lambi, plein d'endroits où il y avait du son comme ça, et c'était encore très underground, et c'était génial. Et c'est vrai on s'est fait connaître au début avec la drum and bass, alors que finalement on était plus branché vieille électro, ou les trucs comme Doppler Effect, ou et du coup on a réuni vraiment en particulier aux Zoo Bizarre le son de la drum dans la cave, quoi, et en haut c'était IDM, Electronica et Electro, quoi. Ok. C'est vrai que ça a permis aussi justement à deux publics qui étaient peut-être pas voués forcément à se rencontrer, qui sont le public drum and bass et le public électronica. Justement par le biais des soirées Son de la Crew, notamment aux Zoo Bizarre, on a pu constater ce mélange se produire sous nos yeux aussi, donc c'était assez intéressant pour ça. De voir que justement les soirées permettent aussi des rencontres une certaine ouverture d'esprit en fait, quoi. Et à part Doppler Effect, donc c'est quel genre d'artiste que vous écoutiez à l'époque, qui vous motivait? On était complètement dingue de vieux trucs, des vieux warp de LFO par exemple. On était des fous du premier album de LFO. On écoutait du Photech, on écoutait des vieux UR, du Alternate. On était des gros dingues avec Marco de Alternate. Beaucoup de vieux trucs finalement, mais toujours très très électro, toujours très. On écoutait de l'Indus aussi. Moi j'écoutais du Bigot 20. Enfin voilà, on était. Il y a le trio italien aussi qui s'appelait Matt Santo. Ah oui, Matt Santo et Uno. Donc. C'est ça. On était ultra fan de ce groupe parce que c'était du 8 bits, c'était de l'électro, c'était de la drill and bass. Ça tapait vraiment dans tout ce qu'on aimait, et c'est un groupe qu'on a découvert là-bas à la boutique. Et on a vraiment tous craqué là-dessus, quoi. Et on jouait beaucoup du Matt 101 à l'époque. Ok, bon on va s'en écouter un petit extrait, ça s'appelle Zilov, ça a été produit en 99 donc par le trio italien Matt 101 ou Matt Santo et Uno, et c'est édité sur le label Balance. C'est extrait de leur excellent album que je conseille à tout le monde qui s'appelle Goodbye Mum, donc les très rares Matt Santo et Uno sur Campus Bordeaux. 5, 4, 3, 2, 1, Matt 1, 0, 1 on the below. Meet him.
Mat 101 à l'instant sur le 88.1, vous écoutez Histoire Sonore consacrée ce soir au collectif Sound Lab Crew avec la présence de DJ Taz et de Marco Cabal dans les studios. Alors l'un des membres du Sound Lab Crew a particulièrement fait parler de lui au début des années 2000 quand les vagues Electroclash et Electrowave ont subitement explosé, on en parlait tout à l'heure, c'est David Bagel, plus communément réputé sous le pseudonyme de Stamba. Alors oui, bah tu l'as expliqué tout à l'heure, j'allais te poser la question comment s'est déroulée votre rencontre avec lui, tu m'as dit c'était au collège. Ouais, il y a vous vraiment étiez sur longtemps. Bordeaux Ouais. Non, c'était un collège. Parce que j'ai reçu Look for Device, qu'il connaissait aussi de Camblen. C'est dont ça, un des membres de Look for Device était ça, le voisin de il David. n'y a pas le secret, on était dans un collège à La Traîne, donc pas très loin de Bordeaux, et on s'est rencontrés là-bas. Lui, effectivement, il habitait à Camblen. Et voilà, j'allais chez lui, on était ados, il faisait déjà de la musique, il était déjà c'était un énorme geek, il avait plein de machines, plein d'ordinateurs, et clairement, c'était évident qu'il allait finir par faire de la musique. Et puis moi, j'étais à fond d'acid house, de vieille techno, de breakbeat anglais, de UK hardcore. Donc c'était évident que tôt ou tard on allait finir par travailler, faire des choses ensemble. C'était clair et net. Enfin, je crois qu'on peut même considérer que l'underground de l'underground en Aquitaine se passe entre La Traîne et Camblen et Ménac en fait. Je crois, a priori. Ouais. Stamba avait quand même une petite réputation à un moment relativement sulfureuse. Donc où il jouait beaucoup sur une forme d'ambiguïté, je me souviens on entendait pas mal parler à l'époque, était une ambiguïté qui était relative à l'idéologie un peu néo-nazie. Mais carrément, mais en fait il jouait beaucoup avec ça. Mais il y avait beaucoup d'artistes qui provoquaient un petit peu comme ça sans pour autant épouser les idées. Il était clairement pas là-dedans, mais par contre il était dans le jeu vestimentaire et dans le comportement un petit peu. Ouais, mais à l'époque en termes de puritanisme, ça n'a pas causé de problème en dehors ou à l'intérieur Pas plus que ça, pas au début non. Après effectivement au bout d'un moment on s'est dit bon le jeu il est marrant, mais par moments ça gênait un peu, mais après on savait tellement tous qu'il n'était pas là-dedans du tout et que c'était un jeu et que dans l'indus, il y avait pas mal de gens qui se posaient la question. Ah oui, clairement, mais lui ça l'amusait beaucoup, hein. Il s'en est toujours, il en avait vraiment rien à foutre et ça faisait vraiment partie du truc aussi, c'est que voilà, au début avec l'arrivée d'Electroclash, il y a eu toujours ce délire là, les mecs ils avaient des fringues un peu limite, ils avaient la petite moustache, ils avaient l'air Ranjo, et il y avait vraiment un côté post-punk comme au début des années 80 où les groupes indus jouaient avec ça, et c'est vrai que Club Amour qui est arrivé après dans le collectif également jouait avec ça. Il en joue d'ailleurs toujours aujourd'hui avec qui il a beaucoup collaboré avec Violence Conjugale aujourd'hui, il joue encore un peu avec ça. Mais ça lui a pas passé. Non, du tout, carrément pas. Mais moi je trouve ça carrément drôle aujourd'hui, vraiment. Pourquoi ? Je trouve ça drôle parce que il joue vraiment, et ce qui me fait rire c'est que les gens rentrent vraiment là-dedans, comme tu dis, il y a plein de gens qui comprennent pas, alors que c'est une immense mascarade quoi, voilà, et moi ça a été souvent pris au premier degré. Ah mais clairement, moi, je me souviens il y a même eu des festivals où les mecs ils se sont pris des verres dans la tronche et tout, et c'est à ce moment-là où d'ailleurs quelques-uns, et moi le premier, je leur ai dit bon, il faut peut-être un peu se calmer là, avec ce truc-là, tu vois, ça colle plus trop avec l'image du collectif, et d'ailleurs donc oui, ça a bien causé un petit problème. En 2008 par là, ils ont Club Amour et Stamba sont partis un peu de leur côté, monté Déviation Sociale, ils ont monté leur propre truc et leur propre soirée, mais effectivement il y a eu un petit moment de friture, mais après on s'est pas engueulé non plus quoi. D'accord. Et cette ambiguïté était, elle a été gênante pour certains, mais finalement aujourd'hui, moi ça continue à plutôt me faire rire. Ok, on écoute tout de suite un morceau de Stamba. Alors ça s'appelle Better et Assassination, tout un programme, édité en février 2003 sur le label techno limogeois Hémisphère. Donc c'est Stamba sur Campus Bordeaux.
Pour les retardataires, je suis toujours en compagnie de Marco Cabal et DJ Taz pour une émission spécialement consacrée à leur fameux collectif Sound Lab Crew qui a beaucoup sévi durant les années 2000 sur notre région. Alors il y a un autre artiste incontournable du crew, c'est DJI dont on parlait tout à l'heure, alias Tintando, alias Jean Nippon. Alors qui s'y colle pour nous parler du personnage, Marco peut-être? Oui, je peux essayer, rattrapé au vol certainement par Julien, qui l'a mieux connu que moi quand même aussi. Démarre. Voilà, DJI au tout début, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai connu au départ, donc DJ qui sévissait essentiellement en région bordelaise. Presque résident au Zoo Bizarre, plus connu maintenant sous le nom de Void pour les plus jeunes parmi nous, mais voilà, qui à l'époque s'appelait le Zoo Bizarre et qui était déjà un scratcher fou, un collectionneur démentiel qui pouvait mixer le dernier track électro qui fracassait les dance floors avec du Edith Piaf ou je sais pas, la BO japonaise. Il était ultra éclectique et, très il arrivait à jouer tout et n'importe quoi et avec un talent incroyable quoi. Vraiment beaucoup de talent. Voilà, et donc bon, il a fait, je pense, ses débuts voilà, à cette époque-là, donc fin 90, début 2000 au Zoo Bizarre. Et puis ensuite, il a évolué sous le pseudo de Jean Nippon, avec lequel il a intégré le label Institube. Monté par merde, j'ai bouffé les noms, comment il s'appelle, Tequila Tex je crois, et Parawan si je me trompe pas. Voilà, donc Institut sur lequel il a sorti quelques maxi, puis après il s'est intégré, on va dire, dans la scène parisienne. Oui, il vit sur Paris maintenant. Voilà, il est sur Paris aujourd'hui et donc a sorti des morceaux, des remixes avec cette scène-là. Un des projets qu'il a été amené à faire, moi que j'ai trouvé un des plus intéressants, enfin ça a été pour moi une des plus belles claques artistiques que j'ai pu voir en 20 ans quand même de sorties à gauche à droite. C'était Important Youth Movement, un duo qu'il avait monté avec DJ Wet, DJ de Paris, qui tournait beaucoup aussi à l'époque. Et qui était une espèce de back-to-back démentiel, avec lui portant un masque de gold de hockey, elle avait un masque de grand brûlé, et c'était 20 secondes par disque grand maximum, le tout scratché, cuté, et j'en passe. Enfin, c'était de l'énergie pure, quoi. C'était vraiment une super belle prestation. Il y a également eu le projet Tintando. Ah oui, pardon, on a oublié Tintando quand même. C'était vachement plus tôt, Tintando, c'était en 2001, 2002. Il y a eu un EP qu'il a autoproduit en 2003. Oui, il y a eu plusieurs choses. Et puis, ils ont beaucoup tourné là encore. Ils ont fait leur début aux Zoo Bizarre pour Tintando. Alors, Tintando, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ils produisaient un concept que beaucoup de gens ont repris ensuite, je pense. C'était les premiers à faire ça. En fait, c'était un concept, je vais l'expliquer, qui est celui de façonner de la musique en mode 8 bits avec des jeux Nintendo, en fait. Avec des Game Boy. Ils avaient chacun une Game Boy et ils balançaient des sons provenant de la Game Boy. Mais c'était un projet unique à cette époque En fait, techniquement, je crois que c'était Nintendo qui avait sorti, enfin pas un jeu, mais une sorte de logiciel sur Game Boy pour faire de la musique en fait. Et donc ils composaient leurs morceaux sur Game Boy, donc c'est du son purement 8 bits. Ouais. Et après voilà, là, je pense que je sais pas s'il y a eu des gars avant eux qui ont fait ça, qui ont joué en live avec les Game Boy, mais en tout cas moi ça m'avait beaucoup impressionné et j'ai pas revu un live pareil depuis quoi. Enfin, j'ai pas revu un tel niveau depuis avec des Game Boy. C'était vraiment très drôle et très très bon. Ok, on écoute tout de suite Real Food de Tintando, extrait du EP éponyme, autoproduit donc en 2003, et dont le magazine Musical Tracks avait d'ailleurs édité quelques mois plus tard pour les besoins de son CD sampler. Donc c'est Tintando sur Campus Bordeaux. Hi, we are Tintando.
Team Tindo à l'instant sur le 88.1, Marco Cabal et DJ Taz m'accompagnent pour une spéciale Soundlab Crew. Alors Marco, le public, toi, te connais surtout pour tes activités de DJ au sein d'une association nommée Bass Day, c'est ça, qui organise divers événements dans la région. Oui, tout à fait, hein, c'est ça. Depuis le décès du Soundlab Crew, paix à son âme. Même si le Soundlab Crew restera toujours vivant dans nos cœurs, hein, bien entendu. J'ai rejoint effectivement l'association Bass Day, hein, qui est née il y a 7 ans maintenant, donc à peu près à la même époque que la fin du Soundlab Crew. Et donc, une association qui est plus orientée effectivement vers la bass music, alors au sens large du terme. Hein, on y programme, il joue aussi bien justement de la bass que de la juke, du footwork, un peu de trap, du dubstep, voilà, enfin vraiment tout ce qui se catégorise dans ce style, dans ce genre. Et donc on fait des soirées effectivement un peu partout dans le grand sud-ouest, on va dire, puisque justement la prochaine, ça sera le samedi 5 novembre à la piscine Aqua Sud à Agen. C'est une soirée organisée à la base par le Florida, hein, donc la SMAC d'Agen. Et donc une soirée durant laquelle en fait vous aurez l'occasion d'écouter dans la piscine Aqua Sud DJ Fruki ainsi que Pierre Gaonate de la Canopée et Mister V du Soundlab Crew, anciennement du Soundlab Crew d'ailleurs, mais qui fait aussi partie de Bass Day aujourd'hui. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que durant la soirée il y aura donc diverses activités d'initiation à l'aquagym, à de l'aquabike, mais aussi des prestations de vidéoprojection sur waterscreen. C'est Marine Cardin, VJ, qui sévit assez régulièrement dans le coin bordelais, qui se colle au VJing sur ce type d'écran assez original, je pense. Donc ça peut être une expérience assez intéressante. Et pour les Bordelais, on a pensé quand même à vous, puisqu'un bus est organisé au départ de la place des Quinconces. Et le bus aller-retour, plus l'entrée pour la soirée, est à 15 €. Donc voilà, c'est l'occasion d'en profiter pour aller faire un pouf à la piscine d'Agen. Nickel. Donc bon, il y a les gens aussi qui te connaissent pour ta productivité musicale. Aussi, hein, je ne fais pas qu'organisateur, effectivement. Voilà. Quand il me reste un petit peu de temps entre l'organisation et la com, comme je viens de faire. Mais c'est au sein du Soundlab Crew que tu as commencé à composer de la musique ou... Non, je suis tombé dedans assez tôt, tout petit. J'ai commencé à faire un petit peu de compo, sans prétention, mais sur Amiga 500, donc là c'était carrément début 90. Et puis après un petit passage à la radio, j'ai fait une émission de radio pendant 5 ans, période pendant laquelle j'ai commencé à me mettre à mixer, et puis du coup à tourner un petit peu dans les rives de l'époque en Aquitaine. Ouais. Ok, donc pour illustrer l'émission d'une de tes productions, j'ai eu le choix, donc j'ai choisi Remember, que tu as visiblement composé en 2004 et qui s'est vu édité 4 ans plus tard en 2008 sur l'une des compilations de nos amis de Bordeaux Rock, qu'on les salue. Tout à fait. Alors c'était une compilation mixée par le duo Tough Wheels, d'où apparaissait aussi Madame Patate d'ailleurs, dedans, qui est votre figure emblématique du Soundlab Crew et sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. C'est un bon souvenir que cette compile orchestrée par Bordeaux Rock ? Oui, c'était une expérience intéressante avec justement une visibilité de ce qui pouvait se faire en musique électronique sur Bordeaux à cette époque. Hein. Je crois qu'il y avait 22 ou 24 artistes au total de playlistés sur la compilation. Donc voilà, ça donnait un bon panel. Donc oui, c'était chouette. Puis du coup, ça me permettait de recollaborer un petit peu avec Arnaud Castagnier, moitié de Tough Wheels, et aussi fondateur justement de l'association Neurosystème dont je parlais tout à l'heure et dont je faisais partie. Donc d'accord. On reste en famille, quoi. Marco Cabal, alias MK, Remember, sur Campus Bordeaux.
Marco Cabal, alias MK, à l'instant sur Campus Bordeaux, et également ici présent dans le studio, aux côtés de DJ Taz pour nous parler du défunt, mais quand bien même mythique collectif Sound Lab Crew. Alors, en termes de provoque, choisir le pseudo de Taz durant les très compliquées années de répression gouvernementale envers le mouvement techno, c'était un choix peu banal, non ? Oui. Il y avait une forme de provoque quand même. Bon, on était très très provoque tous, mais après on n'était pas hyper ambitieux non plus, on n'était pas parti pour faire des carrières, on n'était pas parti pour si tu veux. Mais pourquoi avoir choisi ce pseudo ? Parce que Taz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ecstasy en fait. Ouais, mais c'est plein de trucs. Hein, et en même temps, c'est un personnage de dessin animé, je crois, ou de BD. C'est ça. Animé. Moi, j'ai un petit cheveu sur la langue, comme tu as pu l'entendre, et donc. Par rapport au personnage, puis par rapport à la drogue à l'époque qui tournait beaucoup, et voilà. Mais après, effectivement, il y avait beaucoup de provoques dans le choix, et en plus, on m'a appelé comme ça, et c'est pas moi qui l'ai choisi au départ. Okay. Bon, il s'est quand même un petit peu calmé avec les années, puisqu'il a quand même eu une période où il se faisait appeler DJ Prozac. Il y a un autre pseudo original, c'est celui de Madame Patate. Alors, comment s'est déroulée votre rencontre avec Émilie Sio, donc alias Madame Patate, qui vit désormais à Bruxelles et qui est, personnellement, une artiste que moi j'apprécie totalement. J'adore son univers. Mais ça tombe bien, nous aussi. Hein, donc, voilà. On l'a rencontré dès le début, au début du Sound Lab en fait. Hein, c'était la petite amie d'un des membres du Sound Lab Crew, et elle a commencé à faire de la musique, à s'intéresser à nous, et donc très rapidement on s'est rendu compte qu'elle avait les mêmes goûts que nous, qu'elle était très douée déjà aux platines et en tant que compositrice, donc elle a rejoint le collectif très rapidement en 2003. Mais à l'époque, elle expérimentait déjà des choses avec la toy music, c'est-à-dire de faire de la musique avec des jouets. En fait. Elle était au conservatoire, donc elle commençait déjà à faire des choses. Ok, elle était musicienne avant. Oui, tout, oui. Je crois que déjà à la base, la vie de Madame Patate est une expérimentation. Sa vie sera vouée à l'expérimentation de toute manière. Donc, ouais. Non, mais elle a toujours bidouillé, elle a toujours tout mélangé, que ça soit dans le mix ou dans la compo. Voilà, elle a toujours eu des influences super variées. J'ai souvenir d'elle jouant des morceaux d'électro avec par-dessus des disques d'histoire pour enfants, ou voilà, toujours. Elle a toujours eu ce truc-là, et puis nous on a aimé. Elle a un univers très enfantin en fait. Très enfantin. Et qui est super mûr en même temps. C'est ça. Et c'est ça, c'est ce décalage qui se résume bien aussi, enfin qui apparaît bien aussi par son pseudo, Madame Patate. Quelqu'un de sérieux, Madame, qu'on respecte, mais en même temps Patate, qui est rigolo, qui est enfantin, et voilà. Ok, et je voudrais faire un petit point sur son magnifique album. C'est un album éponyme qui s'appelle également Madame Patate, qui a été édité en 2012 sur l'excellent label français Un Polisson. Alors, label qui édite entre autres des artistes comme Pierre Bastien, David Fenech, Kim Perey, ou même le légendaire Robert Wyatt. Enfin bref, c'est que du très très bon. Et voilà, je vous conseille à tous les auditeurs de se pencher sur cet album, voire même de se le procurer via Bandcamp. De l'acheter, voilà. Ouais, c'est vraiment une artiste, moi, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors, si elle nous écoute depuis la Belgique, un petit mot pour elle. Tu nous manques beaucoup, reviens à Bordeaux. Émilie, reviens. Franchement, tu manques à la scène bordelaise. Non, mais franchement, elle s'éclate beaucoup. Elle tourne beaucoup en ce moment. Elle était en Suisse là il y a quelques jours, et voilà, on l'adore, et elle nous écoute sûrement. On t'embrasse. On écoute tout de suite un morceau de Madame Patate. Alors, c'est extrait de la superbe compilation Panoptica Fréquence Modulée 2, édité sur le label belge Panoptique il y a déjà 10 ans de cela, en 2010. Et ça s'appelle Sweet Drugs for My President. Madame Patate sur Campus Bordeaux.
Madame Patate sur le 88.1, ex-membre du collectif Soundlab Crew, dont Histoire Sonore consacre ce soir une rétrospective en compagnie de messieurs Marco Cabal et DJ Taz en direct dans les studios. Alors, y a-t-il un brin de nostalgie envers le Soundlab Crew aujourd'hui, pour vous? Comme je le disais tout à l'heure, pour nous le son de la crew de toute manière n'est toujours pas mort. On a arrêté nos activités sur la scène publique, on va dire, mais bon après on continue toujours à se voir, on est toujours en contact, on se fait toujours des bonnes soirées privées entre nous. Des soirées. On a pensé un petit peu à remettre le couvert. Un truc bien éclectique, justement, comme c'était à l'époque. On va pas faire là une révélation, on n'en sait rien, mais effectivement, on parle depuis quelques temps de remonter un peu le truc et peut-être faire quelque chose dans pas longtemps, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment encore de projet. Après, nostalgique, oui et non. C'était une période, elle est passée, c'était chouette. On a vécu une chouette aventure qui a duré longtemps, quand même, 10 ans. Et après, voilà, on continue tous à faire de la musique. Et ça marche encore. Et voilà, Jean Nippon, il a fait son bout de chemin. Il a quand même été résident au bateau phare. Voilà, Madame Patate, elle tourne aussi beaucoup. Vincent, donc Vetruder, on va en parler plus tard, mais Marco aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et Marco joue toujours encore. Moi, j'ai quelques dates de temps en temps, mais on a fait notre chemin et voilà, ça fait partie du passé maintenant. Mais pourquoi pas remonter un peu le truc différemment, ou je sais pas, on verra. Ça sera peut-être pas en tout cas sous exactement la même forme ou les mêmes influences, en tout cas que le Soundlab Crew. C'est vrai que là, sans parler avec nostalgie ou quoi, mais c'est vrai que on a pu aussi faire des soirées Soundlab Crew comme on les a fait à l'époque, parce que c'était l'époque. Parce qu'il y avait le public aussi à Bordeaux pour ce type de soirée. Il y avait comme un public qui avait peut-être cette ouverture d'esprit, justement. Je pense qu'il est encore là, le public. Oui, mais comme tu disais, voilà, il y avait une musique en particulier. Voilà, c'était la période électro-wave, électro-clash, drum and bass. C'est vrai, c'était pour ces deux styles de musique vraiment la période faste, quoi. Et donc, on était là vraiment au bon moment, au bon endroit. On a trouvé les bonnes personnes et il y a eu une émulsion, tu vois, et que aujourd'hui, ça sera forcément différent. Moi, je suis beaucoup plus electronica, IDM, expérimental aujourd'hui. Si je devais faire un truc, moi, de mon côté, ça serait différent. Ça serait peut-être en après-midi, dans des petits lieux, couché sur des canapes, tu vois, avec un sound système de folie. Comme ça se passe un petit peu à l'Espace 29. Comme on voit, moi voilà, j'adore ce qu'ils font à l'Espace 29, et nous c'est vrai qu'on l'a fait à une période au Sonart, qui était un lieu proche de la Victoire, qui était tenu par Marie, qui s'occupe aujourd'hui de Echo Avenir et de Organe Fantôme. Et on a beaucoup tourné à l'époque, et on faisait déjà ça, de la musique expérimentale et de l'IDM les dimanches après-midi, les samedis après-midi, et ça marchait, on adorait. Et c'est vrai que moi, si je devais refaire un truc, ça serait peut-être dans ce goût-là, quoi, honnêtement. Plutôt que de faire de la grosse stuff, je trouve qu'il y a déjà assez de monde pour faire des trucs comme ça, quoi. Et après, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'aujourd'hui il y a comme une sorte de segmentation des publics, enfin en tout cas sur Bordeaux, je trouve. Il va y avoir un public drum and bass, un public house, un public techno. Éventuellement, le public house et le public techno peuvent se mélanger sur certaines soirées. Mais voilà. Il y a encore des petits endroits là, qui sont en train de se mettre en place où justement il y a plein de choses très différentes qui se passent. Je pense au Fridge par exemple, où je suis allé une fois, où tu entends autant de la musique expérimentale que de la techno. Il y a encore des endroits où il y a de la drum et de la techno. Non, mais il y a des lieux qui accueillent ces différents styles de musique. Là, il y a une soirée We Are Vicious bientôt au Bootleg, où il y a vraiment, ça va passer du trip-hop jusqu'à l'expérimentale la plus folle, avec de l'IDM et tout ça, quoi. Pardon, il existe des trucs encore, je trouve. Oui, mais je dis pas qu'il n'y a pas de lieu ou de gens qui essayent d'insuffler ce genre d'énergie. Après, j'ai l'impression en tout cas que le public est beaucoup plus difficile à faire venir dans ce type d'événement aujourd'hui que justement à l'époque. Ouais. À l'époque, voilà. À l'époque, même pour la part du grand public. Le public, il prend ce qu'on lui donne. Oui, mais il se posait moins de questions aussi à l'époque. Je pense à l'époque, le grand public, il parlait de techno, il n'allait pas parler de sous-genre progressif machin ou voilà, il allait en soirée techno, et s'il passait de la drum and bass, c'était la techno pour eux quelque part dans leurs oreilles. Aujourd'hui,
le public est un peu plus éduqué aussi, enfin s'y connaît un peu plus, puis avec Internet maintenant que c'est C'est vrai que vraiment quand Laurent répandu. Garnier venait ici, qui jouait techno et drum et plein de trucs, et électro et tout, bah tout le monde était ravi, quoi. Il y Voilà. a une ouverture d'esprit. Ouais. Il y a des lieux encore qui proposent justement de la diversité. Après, j'ai l'impression que le public, en tout cas à Bordeaux, est moins demandeur et moins réactif aussi à ce type de proposition. Donc, D'accord. ça veut pas dire qu'il faut rien proposer, hein, au contraire, mais pas en tout cas, je pense pas qu'on puisse vraiment reproposer une formule comme on l'a proposé à l'époque avec le son de la pro. Après, pour être honnête, moi je trouve que c'est ultra bouillonnant actuellement Bordeaux et Ah oui, tout à fait, hein. il se passe déjà beaucoup de choses, donc je sais pas trop ce qu'on pourrait apporter de plus finalement. Faut voir, ça serait plus qu'une envie de réorganiser des choses, une envie perso quoi. Mais après, je trouve qu'il se passe déjà beaucoup de choses quoi, très Mais- intéressantes avec des mecs d'ailleurs qui jouaient beaucoup déjà à l'époque, qui continuent à tourner encore aujourd'hui et bon voilà, il faut voir, on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors, lequel de vous deux souhaite parler très rapidement, parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps, de Moscom? Moi, je peux en parler vite fait. Moscom, il était là dès le départ, en fait, en 99 avec nous. Je crois que c'est lui le plus jeune. D'ailleurs, Marco, tu disais que c'était toi tout à l'heure en antenne, mais je crois que c'est. Peut-être bien. Donc à l'époque, il s'appelait Akimbo et il s'est par la suite appelé Moscom. Et lui, voilà, gros passionné d'électro. Pareil, de électro de Détroit. Encore une fois, des trucs à la Scanfrom et à la Lofish et les vieux UR, etc. Et voilà, il a composé. Il y avait un côté très old school dans sa Oui, musique. très. d'ailleurs. D'ailleurs, il compose qu'avec des machines, des vieilles machines. Et voilà, donc il a inclus le collectif dès le départ. Il a commencé à faire du live très rapidement. Et à faire aussi des DJ sets avec Ableton. Moi, c'est un des premiers où je l'ai vu faire du DJ set avec Ableton. Donc, il recomposait complètement les tracks en direct. Mhm. C'était très intéressant. Bon, on va pas avoir malheureusement le temps de diffuser un de ces morceaux, mais on pense à lui très fort. Voilà. Et donc, il y avait également V-Truder. C'est comme ça qu'on dit, ou V-Truder, je sais pas. Tu peux dire comme tu veux, il va pas être choqué. Là, on est en France, on peut dire On Vétroudé peut même, dire, je pense. hein. c'est ça. Donc il s'appelle maintenant Monsieur V d'ailleurs. Et son prénom est Vincent, je crois. Vincent, C'est ça. voilà. C'est ça. Et pareil, lui il a rejoint le collectif au milieu des années 2000, 2005, 2006, je crois. En même temps que toi, Marco, non? Juste avant moi, un Voilà. petit peu avant moi. Oui. Et donc lui, c'était un dingue encore une fois d'électro, de Miami Bass. Et donc dès qu'il est arrivé, c'était pour jouer ce genre-là et en tant que DJ quoi. Ok, et il continue toujours à il composer tourne- aujourd'hui. Il tourne toujours beaucoup encore aujourd'hui, dans plein de styles différents d'ailleurs, même le new school funk, la bass, un peu de dubstep, des trucs à la Burial, beaucoup de choses. Mais justement, il faut se retrouver avec aujourd'hui d'ailleurs, enfin actuellement Monsieur V dans le collectif Bass D. hein. Ok, ben Marco, Julien, alors merci infiniment d'être venu. Merci à toi. Ah oui, et merci à toi pour merci pour l'invitation. toute cette excellente musique, toute cette belle époque aussi. Toute l'équipe de Campus Bordeaux alors, se joint à moi pour vous souhaiter une excellente continuation à tous les deux dans tous vos projets. Alors Bass Day, c'est à Agen la prochaine. Tout Et il y a à un fait. bus, n'oubliez pas. N'oubliez pas, hein, c'est pas cher. Un bus pour les Bordelais. Et pensez à prendre votre maillot surtout. Voilà. Bon, on se quitte avec V-Truder, ex-membre du Soundlab Crew, et son super My Acid. Alors, Histoire Sonore revient dans 15 jours, même onde, pour une émission qui sera cette fois consacrée au parcours musical du célèbre duo écossais Birds of Canada. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et merci du fond du cœur pour votre fidélité. À bientôt. Magical things are going to happen. All of your wildest dreams are about to come true. Just take time to unwind. Let my vision inside you. Magical things are going to happen.
time.